Bonjour, je m'appelle Watson, et je suis un microbe scientifique. Saviez-vous qu'en 2050, 75% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines ? L'accès à l'eau potable et la mise en place des systèmes d'assainissement sont des objectifs prioritaires de développement durable de l'ONU d'ici 2030. Les piles à combustible microbiennes constituent des solutions pour la valorisation des déchets tout en produisant de l'énergie électrique. Mais quel est le potentiel de cette technologie dans la station d'épuration de la métropole grenobloise Aquapol ? Rejoignons Mehdi qui est sur le terrain. Bonjour, je suis en direct d'Aquapol avec mes amis et ici sont traités 230 000 mètres cubes d'eau usée par jour, correspondant aux 500 000 habitants de la métropole grenobloise avant leur rejet dans l'Isère. Dans cette station, il y a beaucoup de matières organiques riches en énergie et micro-organismes. Tous les ingrédients semblent réunis pour à la fois épurer les eaux et potentiellement produire de l'énergie. Il faut l'équivalent de 40 tonnes de dioxygène pour oxyder totalement la matière organique de ces eaux usées. C'est moi qui vais vous guider sur le terrain. À tout à l'heure. Merci Mehdi. Mais tout d'abord, comment fonctionne une pile à combustible microbienne ? Son fonctionnement est similaire à celui d'une pile normale. Il y a un pôle positif, la cathode, et un pôle négatif, l'anode. Un consortium de bactéries électrogènes va alors s'organiser en biofilm autour de l'anode. Regardons de plus près ce qu'il s'y cache. Les bactéries vont métaboliser les nutriments du milieu. Dans une réaction d'oxydation, elles vont leur arracher des électrons et produire par la même occasion des ions hydrogène et du dioxyde de carbone. Mais comment les électrons sont-ils transférés à l'anode ? Les électrons peuvent être transférés de 3 façons différentes. Grâce à des médiateurs, des pili, qui sont des appendices situés à la surface des bactéries, ou par contact direct. Nous avons revêtu notre équipement de microbiologiste pour observer le développement des colonies bactériennes dans un milieu nutritif, comme cela se déroule dans un biofilm. Mais gare aux bactéries pathogènes ! Les électrons étant transférés à l'anode, ils vont alors circuler dans le circuit externe de la pile et rejoindre la cathode. Au niveau de cette cathode à air, les électrons vont alors se combiner aux ions hydrogène en provenance de l'anode et à l'air ayant subi une réduction pour former de l'eau. La matière organique contient de l'énergie. La preuve, pour une fondue avec la combustion de l'alcool, on obtient de la chaleur. C'est de là que vient le nom de pile à combustible. En biologie, cette combustion est beaucoup plus subtile. L'énergie libérée par la réaction de combustion est utilisée dans les centrales énergétiques de la cellule, les mitochondries, chez les eucaryotes, pour fabriquer la monnaie énergétique de la cellule, une molécule répondant au petit nom d'ATP. Dans le cas de la fermentation, il va y avoir une cassure partielle de la molécule de glucose, constituée d'une chaîne carbonée à 6 carbones, en s'arrêtant à 2 ions éthanoate et à 2 dioxyde de carbone. L'énergie libérée va permettre l'activation de 2 ADP en 2 ATP. Dans le cas de la respiration, les oxygènes prennent le relais pour accepter les électrons. Les usines à énergie de la cellule, appelées les mitochondries, vont être en action. C'est le jackpot ! Tout le squelette carboné va être cassé, transformé en CO2 et permettre ainsi d'activer 36 ATP. L'ATP permet entre autres la multiplication cellulaire. Évidemment plus importante dans le cas de la respiration, regardez ces magnifiques comptages de levure après une semaine de mise en culture. Les comptages du haut correspondent à la fermentation et ceux du bas à la respiration. Avez-vous remarqué que les cellules qui respirent se sont beaucoup plus multipliées ? L'ATP permet aussi le déplacement des bactéries. Nous avons observé des bactéries au microscope. Regardez le résultat en vidéo. Si vous ouvrez l'œil, vous pourrez reconnaître des bacilles et des coques. C'est ainsi un couplage d'une réaction spontanée, la combustion du glucose, qui est par ailleurs une réaction d'oxydoréduction, libérant de l'énergie, et d'une réaction non spontanée, la fabrication de l'ATP, qui elle nécessite de l'énergie. Ainsi, pour recharger la batterie, un troisième groupe phosphate va se lier à l'ADP pour former une molécule d'ATP. Mais cela n'est pas spontané. Réfléchissons avec des billets. On veut casser le gros billet, qui est le glucose, en plein de petites pièces qui sont les ATP. Pour faire quelque chose qui n'est pas spontané, c'est-à-dire charger des billets, en les remontant vers le haut, on doit le coupler avec quelque chose de spontané, faire tomber le gros billet vers le bas.
Imaginons le glucose comme une somme de 70 euros. La fermentation est capable de charger un billet de 20 euros, mais elle ne récupère que 2 pièces de 1 euro à cause des pertes pour faire tourner les poulies et les intérêts du banquier. La respiration, elle, est capable de charger le billet de 50 euros en plus, mais elle ne récupère que 38 pièces pour les mêmes raisons. Dans nos piles, en conditions anaérobie, les bactéries vont chercher à récupérer le plus d'énergie possible, elles vont ainsi imiter le métabolisme de respiration sous la forme d'une respiration indirecte. Cela va ainsi consister à empêcher la réaction de réduction de l'air en eau au niveau des bactéries, pour obliger les électrons libérés par l'oxydation de la matière organique à passer par le circuit extérieur avant d'atteindre l'oxygène à la cathode. Ainsi, on récupère de l'énergie électrique à l'extérieur de notre pile. Pardon, ce n'est toujours pas clair. En fait, une pile est un système où l'oxydation et la réduction sont séparés dans 2 compartiments. Prenons l'exemple de la pile Daniel pour mieux comprendre. Il peut exister 2 types d'oxydoréduction, une directe et une détournée. Lorsque nous plongeons une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, oxydant et réducteur sont en contact et l'échange d'électrons du zinc métallique vers les ions cuivre va se réaliser directement à la surface du métal. Au contraire, en plaçant le zinc et le cuivre dans des compartiments séparés, nous allons observer un flux d'électrons dans le conducteur extérieur qui relie les électrodes, et c'est bien ce courant électronique qui nous intéresse. Ainsi, si nous voulons récupérer de la tension, il faut bien dissocier les bactéries du dioxygène de l'air pour éviter un court-circuit interne. On met ainsi les bactéries en anaérobiose. Mais attention, une pile ce n'est pas que des volts. Il y a aussi le courant qui compte. La puissance électrique récupérée va dépendre de la tension et du courant, d'où la formule P est égale U fois I, autrement dit, puissance est égale à tension fois intensité. Voyons à quoi ressemble une pile vue du circuit extérieur. Dans le cas d'une source de tension idéale, la courbe de la tension en fonction du courant est représentée par une constante avec pour ordonnée à l'origine la tension à vide correspondant à la différence de potentiel théorique des 2 électrodes. Mais une pile possède une résistance interne. Ainsi, sa représentation est plutôt une droite décroissante. En réalité, la véritable courbe de polarisation ressemble plutôt à cela. La première zone des faibles courants traduit la difficulté des électrons à être transférés du biofilm à l'électrode. On parle d'énergie d'activation. La seconde zone correspond à la résistance interne de la pile, à la capacité des protons de migrer de l'anode vers la cathode. Attention, si notre pile s'assèche, cela va poser problème car les protons auront du mal à passer. L'eau de mer, qui est un très bon conducteur ionique, serait le bonheur. Enfin, la dernière zone traduit une consommation trop rapide de la matière organique qui doit être renouvelée. L'assiette est vide au niveau de l'anode, les bactéries redemandent à manger. Par ailleurs, cette courbe nous permet de trouver la puissance maximale notée Pmax que la pile est capable de fournir, ainsi que les valeurs d'intensité et de tension correspondantes notées respectivement Imax et Umax. En regardant cette courte vidéo du petit ventilateur alimenté avec notre pile microbienne, vous allez tout comprendre. Au début, l'hélice tourne lentement. Les transferts doivent s'amorcer, puis à la fin, elles s'arrêtent. La matière organique a été mangée et il faut laisser le temps à la pile de se reposer. Dans l'intention de construire une pile pour la station d'épuration, nous avons commencé par nous poser les questions suivantes. Que fait un ingénieur haut environnement face à un problème ? Après avoir analysé le problème, il faut imaginer une solution adaptée, tester le tout au laboratoire, puis se rapprocher d'un prototype en situation réelle. Nous avons étudié l'influence de 2 paramètres. Tout d'abord, la géométrie de la cathode, en construisant une cathode en forme d'anneau et une autre en disque. Comme second paramètre, nous avons étudié les effets de la variation de la distance interélectrode en construisant 3 piles avec des distances de 2, 5 et 8 cm. Malheureusement, le vivant, c'est sensible, et nous n'avons pas eu la possibilité de multiplier les piles pour faire des statistiques. Nous avons pensé qu'éloigner les électrodes pourrait augmenter la tension aux dépens de la résistance interne qui, elle, augmenterait. Bon, j'ai assez parlé, je laisse Mehdi vous expliquer comment nous avons construit nos prototypes de piles Aquapol 1 et Aquapol 2, spécialement adaptés à la station d'épuration de Grenoble.
Nous avons donc pris notre équipement d'ingénieur eau environnement pour construire 2 piles en étudiant les caractéristiques de 2 substrats organiques disponibles en grande quantité à la station d'épuration Aquapol, les eaux usées et les boues. Les boues ont été prélevées en sortie du digesteur et les eaux usées dans le bassin de traitement biologique du carbone. Le premier modèle a été conçu pour des boues anaérobies récupérées en sortie du digesteur. En effet, nous avons privilégié un milieu anaérobie riche en matière organique. Ainsi, ces boues sont obtenues par décantation et centrifugation des eaux usées sortant des différents étages amont de la station d'épuration. Nous savons par contre qu'elles sont probablement riches en bactéries méthanogènes, car elles séjournent 20 jours dans le digesteur construit pour produire le biogaz, un mélange de méthane et de CO2. Elles ne sont par conséquent pas forcément adaptées à la libération d'électrons. Je vais à présent vous présenter le premier modèle, nommé Aquapol 1. En observant la condensation de la matière organique au fond du seau, nous avons privilégié une configuration s'inspirant des piles du fond des mers benthiques pour les intimes. Pour la construction de notre bouteille, nous nous sommes ainsi inspirés de ce modèle de pile océanique dont l'anode est enfouie dans les sédiments en anaérobie, alors que la cathode est surélevée au-dessus de ces sédiments dans l'eau aérée par les courants marins. Regardons de quoi est constituée notre bouteille. Nous avons fait le choix de la construire avec du matériel de récupération. Nous avons intégré des électrodes rigidifiées et soutenues par des baguettes de bois. Nous avons pensé à laisser un trou au centre de ces électrodes pour faciliter la circulation des sédiments et de l'eau. En guise de circuit électrique, nous avons installé des fils de titane isolés par une gaine thermorétractable pour empêcher les courts-circuits. Enfin, pour lester la bouteille, nous avons plaqué des disques de plomb avec une chambre à air. Pour garantir une tension suffisante à la pile, nous avons aéré la cathode avec un bulleur d'aquarium. Mais attention à la surpression des gaz! En effet, les bactéries utilisées activent des processus méthanogènes leur permettant de fabriquer du biogaz au détriment des processus électrogènes. C'est exactement le même mécanisme qui est à l'origine des flatulences des vaches. Nous inspirant des résultats d'étudiants ingénieurs ayant travaillé à la station d'épuration de Lyon, nous avons mis en œuvre un second modèle appelé Aquapol 2, qui a été conçu pour les eaux sales du bassin de traitement biologique du carbone, où l'activité microbienne est extrêmement intense, mais en grande partie aérobie. Nous avons donc cette fois-ci imaginé un modèle flottant pour améliorer le contact avec l'air au niveau de la cathode. Pour tester nos hypothèses, nous avons construit 2 exemplaires, Aquapol 2.4 et Aquapol 2.8, avec une distance interélectrode de 4 et 8 cm. Nous les avons plongés dans le même seau. Pour le prototype Aquapol 1, on s'attendait à une grande tension mais un courant faible à cause du métabolisme lent. Et pour Aquapol 2, les résultats de l'équipe de Lyon semblaient être plus difficiles à prédire. C'est avec le modèle Aquapol 2.8 que nous avons obtenu notre plus grande puissance de 34 microwatts, une valeur 11 fois plus petite que la puissance maximale trouvée par des chercheurs professionnels, mais avec des matériaux non écologiques. D'après nos calculs prenant en compte la quantité de matière organique combustible et le courant que nous avons mesuré, cette pile pourrait survivre plus de 8 mois. Elle prend son temps pour déguster le contenu de son assiette, qui lui est très copieux. Vous devez sûrement vous demander où et comment le prototype Aquapol 2 pourrait être implanté dans le flot des eaux usées d'une station d'épuration. Eh bien voilà la réponse. À la suite des réactions biologiques ayant eu lieu dans le bassin d'aération, l'eau va être clarifiée dans un bassin de décantation secondaire. Après une décantation, certaines boues récupérées seront déshydratées, puis traitées, mais les autres vont être redirigées vers le bassin d'aération. C'est ici que nous pourrions installer une pile qui alimenterait par exemple le système d'aération ou une pompe. Nous nous sommes posé la question de la quantité totale d'énergie qui pourrait être récupérée dans la station d'Aquapol. D'après nos calculs, le débit de matière organique pourrait satisfaire le double de la consommation totale de fonctionnement de la station, ce qui en ferait une installation à énergie positive, produisant avec ses déchets plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour alimenter pompes et compresseurs d'air. Malheureusement, une étude plus réaliste montre qu'un dispositif de pile ne pourrait récupérer sous forme d'électricité que 20% de la consommation totale. La mise en place de piles ne présenterait ainsi pas d'intérêt en comparaison
avec la production d'énergie à partir de la valorisation du biogaz déjà mis en place dans ces grands digesteurs que vous voyez derrière moi. Avec cette méthode, la station arrive à diminuer sa consommation de 60%. Nous avons par ailleurs calculé que pour satisfaire la consommation de la ville de Grenoble, il faudrait couvrir toute la région de Rhône-Alpes avec notre meilleure pile. Qu'avons-nous appris de cette aventure ? Nous nous sommes rendus compte que la réserve d'énergie est considérable et le potentiel de production électrique de la station très élevé. Mais les puissances et valeurs de courant obtenues sont trop faibles pour rivaliser avec la décomposition aérobie mise en œuvre dans les bassins d'épuration du carbone et la production d'énergie à partir du méthane dans les digesteurs. Ainsi, la station Aquapol produit la consommation annuelle en gaz de ville de 2500 foyers grenoblois. L'effet électrocatalytique des bactéries est trop peu efficace, si bien qu'aucune station d'épuration dans le monde n'utilise aujourd'hui des biopiles microbiennes pour améliorer l'épuration des eaux usées avant le rejet dans l'environnement, tout en produisant de l'énergie électrique. Enfin, nous pourrions imaginer tant d'applications à ces piles. Regardez tous ces milieux que nous avons testés. Des sédiments lacustres, marins, du compost végétal, du fertilisant organique et même du fumier de cheval. C'est tout un univers d'applications qui s'ouvre à nous. Alimentation de batteries sous-marines, recyclage de déchets dans une station spatiale, traitement des effluents industriels et agricoles, création de robots gastriques, alimentation d'appareils médicaux et production de biohydrogène. Un système de capteur environnemental alimenté par une énergie 100% propre à l'acte de bactéries aurait aussi toute sa place dans la station d'épuration Aquapol. Son signal électrique nous donnerait des informations sur la température, la pollution. Des anomalies seraient ainsi immédiatement ressenties par les micro-organismes. La pile à combustible microbienne jouerait ainsi un rôle de docteur. Regardez ce timelapse d'une LED. Au cours du temps, la vitesse de clignotement nous informe de la santé du milieu naturel. C'est alimentaire, mon cher Watson. Il est temps de vous présenter l'équipe scientifique qui a contribué à ce projet. L'équipe s'est divisée en 3 groupes, chacun spécialisé dans un domaine. Tout d'abord, Gabriel, Pierrick et Ulysse, experts en construction de piles. Puis Thelma et Alice, qui sont spécialisés dans le traitement des eaux usées. Et enfin, Salvatore et Sylvain, des fins connaisseurs en capteurs et systèmes de transmission sans fil. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Nous allons poursuivre nos recherches en approfondissant plusieurs axes. Identification des souches bactériennes grâce à l'entreprise Biomérieux, mesure de l'épuisement de la matière organique après 1 mois de fonctionnement en continu d'un prototype, et enfin un test d'un système capteur-émetteur. Par ailleurs, nous allons porter notre projet dans une école primaire de Grenoble, ainsi qu'au concours C'est Génial Lycée. Enfin, nous allons entamer une collaboration avec des étudiants ingénieurs de l'école INP Felma de Grenoble. À bientôt pour le prochain épisode!